Professeur Ilan Grelsamer. Oui. Oui, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. À la veille de cette consultation électorale décisive, on peut le dire, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui l'espèrent parce que finalement, si elle n'est pas décisive, cela risque de nous projeter encore vers une nouvelle période d'élection si on n'arrive pas à faire la différence. Et la véritable question que l'on se pose, c'est quels sont, à votre avis, les points problématiques de cette élection, c'est-à-dire, on parle beaucoup du seuil d'éligibilité, on parle beaucoup du taux de participation ou du taux d'abstention. Ils seront déterminants pour ces élections ? Je pense qu'il y a trois questions qui se posent. Nous aurons la réponse assez rapidement après l'élection. La première, est-ce que les partis de droite arriveront à ce chiffre fatidique de 61 députés sur 120. Il s'agit du Likoud, il s'agit du parti Yamina, le parti de la droite, et éventuellement de l'extrême droite, d'Itamar Ben-Gvir. Est-ce que, en plus, bien entendu, les partis ultra-orthodoxes, est-ce qu'ils arriveront à 61 députés ? S'ils arrivent à 61 députés au résultat final des élections, ils seront en mesure de constituer un gouvernement de droite. J'ajouterai là-dessus que 61 députés me paraît vraiment très limite parce que on est à la merci avec 61 de la direction. Oui, c'est ça. On a l'impression que 61, mais enfin, quand même, malgré tout, 61, c'est le chiffre. La deuxième question, quel sera le parti le plus important ? Est-ce que ce sera le Likoud ? Est-ce que ce sera le parti bleu-blanc ? Et s'il y a un écart entre eux, de quel ordre sera cet écart ? Et là, ça m'amène au troisième point. Que va faire le président Rivlin ? Et à qui va-t-il confier la constitution du gouvernement ? Il faut rappeler là-dessus quelque chose que les gens ne savent pas assez, c'est que le président a l'entière liberté du point de vue constitutionnel de demander cela, soit à Benjamin Netanyahou, soit à Benny Gantz, dans les circonstances actuelles. Donc, ce sont trois questions importantes. Est-ce que la droite obtiendra 61 ou plus ? Est-ce que, par exemple, le parti Kahol Lavan, le parti bleu-blanc, aura, disons, par exemple, 4 ou 5 députés de plus que le Likoud, bien qu'il n'ait pas une majorité, sans doute, pour la gauche, et que fera le président Rivlin ? Ça, ce sont trois questions auxquelles, malheureusement, cher Daniel, vous n'avez pas de nous ne pouvons pas répondre ce matin, mais ce sont les trois questions critiques. Alors, tout de même, il y a certains développements qui méritent en tout cas un commentaire, comme par exemple un développement de ces dernières heures, on va dire. Le parti bleu-blanc semble avoir adopté la stratégie initiée par Benjamin Netanyahou, ce que l'on pourrait appeler la stratégie du siphonnage, qui vise à affaiblir les petites formations pour que les deux grands blocs soient bien supérieurs et surtout pour que, par exemple, le parti bleu-blanc arrive devant le Likoud, quitte à ce que, et c'est apparemment une stratégie avouée, même une formation comme le Parti travailliste qui flirte ces dernières semaines avec le seuil d'éligibilité, eh bien, puisse disparaître de la carte politique israélienne. Non, est-ce que ça vous semble être une stratégie, dans le cas précis, judicieuse ? Non, premièrement, il faut rappeler à vos auditeurs que ce n'est pas nouveau et que pratiquement à chaque élection du passé, le grand parti d'un certain côté, du côté droit ou du côté gauche, a toujours essayé de grossir ses effectifs au détriment des petits partis. Ce n'est pas nouveau. Mais il faut rappeler que c'est un jeu dangereux. C'est ça. Parce que, évidemment, le grand parti, qu'il s'agisse de bleu-blanc ou du Likoud, essaye d'être le plus volumineux possible en termes de sièges, parce que, par exemple, ça peut avoir une influence sur la décision du président.
à qui confier la constitution du prochain gouvernement. Mais le risque, c'est évidemment, comme vous dites, de siphonner à ce point les petits partis du bloc qu'ils disparaissent. Si le Likoud prend trop de voix au parti de droite Yemina d'Ayelet Shaked, et que, par exemple, ce parti ne passe pas le seuil de représentation, ou inversement, si le parti bleu-blanc prend trop de voix au parti travailliste ou au camp démocratique du Meretz, ces partis risquent de disparaître, et à ce moment-là, c'est une perte de voix, c'est une perte de siège pour le bloc entier. Qui profitera à l'autre bloc, on va dire. Ah, bien sûr. Donc il faut arriver à siphonner, mais pas à siphonner au point de faire disparaître. Oui, mais là, on l'a vu, c'est difficile à calculer. On l'a vu la dernière fois avec Ayelet Shaked qui a 1200 voix. Absolument. Et donc, c'est un jeu dangereux, parce que si le grand parti ne le fait pas, il risque d'être trop en arrière par rapport à l'autre grand parti. S'il le fait trop, il n'aura pas de bloc. Voilà, il n'aura pas de bloc. Donc, il faut être très malin et surtout bien calculer son coût. Alors, une dernière déclaration hier soir de Benny Gantz qui a demandé tout simplement au président de l'État de ne confier le soin de former une coalition gouvernementale qu'à une personnalité, et on voit bien de qui il parle, qui s'engagerait à restituer le mandat au cas où il ne parviendrait pas à former la coalition gouvernementale, afin de ne pas plonger à nouveau l'État d'Israël dans une troisième campagne électorale. Est-ce que ça vous semble Non, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que là encore, j'en reviens au point que j'ai signalé, le président n'est tenu par rien. Oui. C'est-à-dire que on le voit très bien dire, eh bien, le bloc de droite a eu plus de personnes qui ont recommandé que je demande à Netanyahou, donc je vais demander à Netanyahou. Mais il peut aussi, par exemple, dire, avec tout le respect qui vous est dû, par exemple, le Parti bleu-blanc a 4 ou 5 députés de plus que le Likoud, donc je demande à Benny Gantz. Finalement, Rivlin peut faire ce qu'il veut. Je crois qu'il y a une chose qui est certaine en ce qui concerne les intentions du président de l'État d'Israël, c'est de ne pas aller, et je dirais de n'aller en aucun cas vers une troisième élection. Ça, il l'a dit, c'est clair, donc il ne laissera pas les choses se faire. Je pense que s'il confie par exemple à Binyamin Netanyahou le soin de constituer le gouvernement, et qu'au bout de la première période, sans extension, Netanyahou n'y arrive pas, je suis persuadé qu'à ce moment-là, Rivlin dira à Netanyahou, écoutez, vous n'y êtes pas arrivé, ça fait déjà d'ailleurs la deuxième fois, je confie la suite à Benny Gantz. Je pense juste que Rivlin est absolument décidé à ce qu'il n'y ait pas de troisième élection. Est-ce que vous dites que le président a donc des prérogatives importantes, mais est-ce qu'il a aussi, par exemple, la possibilité, avant de décider à qui il confie le soin de former la coalition, de réunir les responsables des grandes formations et de leur dire, voilà, dans la situation politique actuelle, il est souhaitable, par exemple, de former un gouvernement d'union nationale. Messieurs, asseyez-vous. Il peut leur dire. Ceux qui veulent un gouvernement d'union nationale, je leur confierai le mandat de le former, et ceux qui ne veulent pas, eh bien, seront exclus de la suite. Non. Parlons d'un point de vue constitutionnel. Le président, qui d'une façon générale n'a pas beaucoup de prérogatives dans le système politique israélien, c'est plutôt une personnalité représentative de la nation, mais il a cette prérogative qui est quand même importante, comme d'ailleurs par exemple il a le droit de grâce, qui est aussi un droit exclusif. Mais là, il peut confier à qui il veut. Maintenant, il peut difficilement mettre des conditions du genre je ne veux qu'un gouvernement comme ceci ou comme cela. Ça, ce n'est pas dans ses prérogatives. Moi, je pense que d'abord, je ne sais pas si la droite aura 61 députés, mais je pense que si, en définitive, le président de l'État d'Israël confie à Netanyahou la possibilité d'être le premier
qui va essayer de constituer un gouvernement, il me paraît évident qu'il ne lui donnera pas une extension, mais qu'il fera appel à Benny Gantz si Netanyahou n'y arrive pas. Alors, déjà, avant même les élections, on peut faire une constatation qui peut nous amener à certaines conclusions. C'est une forme de désaveu de la part de l'opinion publique israélienne face à la classe politique. On l'a vu, les Israéliens ne s'intéressent pas véritablement à cette campagne électorale. On parle de taux de participation qui risque d'être relativement faible. Est-ce que vous pensez que finalement l'opinion publique israélienne est en train de cesser de faire confiance à ses élus en particulier, et que cela risque justement de mettre en danger la force de la démocratie israélienne ? Non, je pense qu'on peut faire deux réflexions là-dessus. La première, c'est quand même de façon évidente qu'il s'agit d'une deuxième élection au cours de la même année, et que les gens forcément sont moins motivés. Ils étaient peut-être plus mobilisés au mois d'avril. Maintenant, je ne dirais pas qu'ils en ont un peu assez, mais enfin, oui, ça commence à bien faire du point de vue de beaucoup de gens, et ça encourage l'absentéisme. D'un autre côté, vous avez raison, mais c'est aussi parce que je m'excuse de le reconnaître, la classe politique israélienne, disons-le, n'est pas particulièrement brillante. En Israël, les gens brillants vont au high-tech, vont aux sciences, vont peut-être au journalisme comme vous, et ailleurs. Mais la Knesset n'est pas peuplée de gens d'un niveau vraiment... Comment vous expliquez cela ? Et finalement, est-ce qu'à long terme, ça risque pas d'être préjudiciable pour l'État d'Israël lui-même ? Eh bien, si vous parlez là à un professeur de sciences politiques qui essaye d'encourager, en tout cas, les jeunes, les étudiants qui s'intéressent à la politique, évidemment, à se lancer là-dedans et à faire valoir leurs idées. Mais le système de recrutement des partis aujourd'hui est tel que on ne peut pas dire que ce sont les meilleurs qui arrivent là. Et je ne parle pas des dirigeants eux-mêmes, mais lorsqu'on commence à regarder, vous savez, si on parle de 30 ou 35 députés pour le Likoud ou pour Bleu-Blanc, regardez un peu qui se trouve dans les numéros 20, 25, 30, des inconnus, des gens qui ont probablement rendu des services au parti. On se demande un peu ce qu'ils font là. Et je crois que le public a bien conscience on entend les cris à la Knesset, on entend les bousculades, on entend les injures. Les gens sont devenus assez méfiants à l'égard de ce personnage. Vous pensez qu'il y a une nécessité de modifier le système électoral parce que on le critique souvent, ce système électoral. On dit que justement il réduit, on va dire, l'engagement que peut prendre un élu envers ceux qui l'ont élu. Est-ce que vous voyez dans la constellation actuelle en Israël, avec certains blocs communautaristes comme les orthodoxes, les arabes, la possibilité d'un autre système que la proportionnelle ? Oui, certainement. Et notamment, puisque vous avez des auditeurs francophones qui connaissent bien la France, je pense que la différence essentielle entre le système israélien et le système français, ce sont les circonscriptions. Oui. En Israël, il n'y a pas de circonscription, ce qui fait que celui qui est élu ne doit quelque chose qu'à son parti, qu'aux dirigeants de son parti. Il ne doit rien localement. C'est ça. Eilat ne peut pas dire j'ai un élu ou j'ai des élus qui défendent les causes de la ville d'Eilat. La Galilée ne peut pas dire j'ai des gens qui me représentent. C'est-à-dire que finalement cette absence de circonscription, le fait qu'Israël n'ait qu'une seule grande circonscription, fait que les élus n'ont pas de responsabilité à l'égard de telle ou telle ville, telle ou telle région, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être changé, non pas en faisant 500 circonscriptions comme en France, c'est pas le même type de pays, mais 4, 5 régions
Oui, je suis très pour le changement. Encore que le système majoritaire, c'est pas aussi le système le plus représentatif, on est d'accord. Mais de toute façon, pour changer le système électoral, il faudrait que la Knesset change le système électoral, donc que les gens, si la branche sur laquelle ils sont assis, oui. et ils l'ont déjà fait ça le 29 mai dernier, hein. Ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis après avoir été... Non, le changement principal qui a eu lieu au fil du temps, c'est d'élever le seuil de représentation, mais ça a des effets divers. Mm-hmm. Par exemple, en ce qui concerne le public arabe, il faut quand même expliquer à vos électeurs que chez les Arabes israéliens, il y a d'un côté des Arabes laïcs, très proches des Israéliens laïcs, je dirais, et il y a des islamistes. Oui. Or, cette augmentation du seuil de représentation à plus de 3% force pratiquement les Arabes à se mettre ensemble. Mm-hmm. Ceux qui acceptent l'État d'Israël et ceux qui le refusent, ceux qui sont des antisionistes à mort comme le parti Balad, et ceux qui voudraient une coexistence judéo-arabe comme les communistes. Donc, ça a des effets qui peuvent être pervers également. Donc, si on change le système électoral, il faut faire très attention et préparer ça de façon très sérieuse. Eh bien, professeur Ilan Irel-Samer, merci beaucoup de nous d'avoir répondu à nos questions. Je suis sûr que nous aurons l'occasion de nous reparler dans les prochains jours avec les derniers développements politiques. Merci d'avoir été avec nous ce matin à la veille de ces élections pour la 22e Knesset. Bonne journée, shalom.